Dans le Paris élégant de 1895, où les fortunes se décident autour de tables en acajou et où les jeunes filles sont vendues comme des actions en bourse, Mathilde Beaumont monte dans un train pour Lyon, sans savoir que ce voyage de 8 heures va détruire tous les plans soigneusement orchestrés par sa famille. Imaginez devoir épouser un homme que vous n'avez jamais vu, simplement parce que votre père a des dettes et que ce mariage effacera tout. Imaginez être traité comme une marchandise, une monnaie d'échange, dans un jeu qui ne vous appartient pas. C'est exactement ce qui arrive à Mathilde Beaumont en ce matin brumeux de novembre. Mais parfois, le destin intervient de la manière la plus inattendue. Avant de découvrir cette histoire bouleversante, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos récits captivants et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment un simple voyage en train peut changer une vie entière. Elle avait 22 ans, des cheveux châtain clair, remontés en un chignon élaboré sous un chapeau de feutre bordeaux orné d'une petite plume de faisan, et des yeux gris-vert qui reflétaient en ce moment une résignation douloureuse. Sa robe de voyage, en laine bleu marine, était de bonne facture mais pas luxueuse, révélant cette position sociale inconfortable entre la bourgeoisie modeste et l'aristocratie appauvrie. Son père, Armand Beaumont, se tenait à côté d'elle, ajustant nerveusement sa redingote noire et consultant sa montre de gousset pour la 5e fois en 10 minutes. « Le train part dans un quart d'heure », annonça-t-il d'une voix qui se voulait ferme, mais trahissait son malaise. « Ta gouvernante t'accompagnera jusqu'à Lyon, où M. Gustave Ferrand viendra te chercher à la gare. Il a réservé une suite au Grand Hôtel pour que tu puisses te rafraîchir avant le dîner de présentation avec sa famille. » Mathilde hocha la tête sans répondre. Que pouvait-elle dire? Que ce mariage arrangé la révulsait? Que l'idée d'épouser un banquier de 43 ans qu'elle n'avait jamais rencontré lui donnait envie de vomir? Son père le savait déjà. Il le savait et s'en moquait, car ce mariage était la seule chose qui pouvait sauver la famille Beaumont de la ruine financière. Armand Beaumont avait été un investisseur ambitieux, mais imprudent. Il avait placé toute la fortune familiale dans des entreprises coloniales qui avaient fait faillite, laissant la famille criblée de dettes. Gustave Ferrand, banquier prospère et veuf sans enfant, avait proposé un arrangement. Il payerait toutes les dettes en échange de la main de Mathilde. C'était une transaction commerciale déguisée en union matrimoniale, et tout le monde le savait parfaitement. « Mathilde, regarde-moi !» dit soudain son père en lui prenant doucement le menton pour tourner son visage vers lui. « Je sais que ce n'est pas le mariage dont tu rêvais, mais Monsieur Ferrand est un homme respectable, fortuné, bien établi dans la société lyonnaise. Tu ne manqueras de rien, et tu sauveras ta mère et ton jeune frère de la disgrâce et de la pauvreté. C'est ce qu'une fille dévouée doit faire. » Les yeux de Mathilde se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. « Oui, papa, je comprends mon devoir. » À ce moment précis, Madame Henriette Dubois, la gouvernante qui devait accompagner Mathilde jusqu'à Lyon, apparut en trottinant, essoufflée et rouge. C'était une femme corpulente d'une 50aine d'années, vêtue d'une robe grise stricte et portant un châle de laine noire sur ses épaules. Son visage rond et maternel exprimait une sympathie sincère pour la jeune fille dont elle s'occupait depuis l'enfance. « Tout est prêt, Monsieur Beaumont ?» haleta-t-elle. « Les malles sont dans le wagon de queue, et j'ai nos billets pour le compartiment de première classe. » Le sifflet strident de la locomotive retentit, faisant sursauter Mathilde. C'était le signal du départ imminent. Son père l'embrassa rapidement sur le front, lui murmurant des mots d'encouragement qu'elle n'entendait qu'à moitié. Puis la poussa gentiment vers le marchepied du wagon. Madame Dubois monta la première, puis se retourna pour aider Mathilde à grimper, tenant fermement sa main gantée. Le compartiment de première classe était luxueux selon les standards de l'époque. Banquette recouverte de velours grenat, lampe à gaz aux abat-jours de verre gravés, petite table pliante en bois de noyer. 4 autres passagers occupaient déjà le compartiment. Un couple âgé qui sommeillait déjà malgré l'heure matinale.
un prêtre qui lisait son bréviaire et un jeune homme assis près de la fenêtre qui leva brièvement les yeux à leur arrivée avant de retourner au livre qu'il tenait entre ses mains. Mathilde et Madame Dubois s'installèrent sur la banquette opposée au jeune homme. Pendant que la gouvernante s'affairait à ranger leurs affaires dans le filet au-dessus de leur tête, Mathilde observa discrètement leur compagnon de voyage. Il devait avoir 27 ou 28 ans, avec des cheveux noirs légèrement bouclés qui retombaient sur son front, malgré ses efforts évidents pour les discipliner. Son visage était fin et expressif, avec des sourcils épais, un nez droit et une bouche bien dessinée. Il portait un costume de tweed marron de bonne qualité, mais légèrement usé au coude, suggérant qu'il appartenait à cette classe d'hommes cultivés, mais pas particulièrement fortunés. Professeur, médecin de province, ingénieur débutant. Le train s'ébranla avec une secousse, puis commença à prendre de la vitesse en sortant lentement de la gare. Paris défilait derrière la vitre, d'abord les immeubles haussmanniens élégants, puis les faubourgs plus modestes. Enfin, la campagne encore brumeuse de ce début de matinée d'automne. Mathilde regardait le paysage défiler avec un sentiment de perte irrémédiable. Chaque tour de roue l'éloignait de sa vie d'avant et l'approchait d'un avenir qu'elle redoutait profondément. Au bout d'une heure, Madame Dubois s'était endormie, sa tête dodeline au rythme du train. Le couple âgé ronflait doucement, et le prêtre semblait perdu dans ses prières silencieuses. Mathilde continuait à fixer la fenêtre, mais elle sentait parfois le regard du jeune homme se poser sur elle. Elle finit par tourner la tête et rencontra ses yeux, d'un brun chaud et intelligent, ou qui la regardaient avec une curiosité mêlée de compassion. « Pardonnez mon indiscrétion, mademoiselle », dit-il à voix basse pour ne pas déranger les autres passagers. « Mais vous semblez porter le poids du monde sur vos épaules. Êtes-vous certaine que tout va bien ?» Mathilde fut surprise par cette approche directe. Les convenances sociales dictaient qu'un homme ne devait pas adresser la parole à une jeune femme sans avoir été présenté formellement. Mais quelque chose dans la sincérité de sa voix et dans la gentillesse de son regard la poussa à répondre. « Je vais aussi bien qu'on peut aller quand on part épouser un inconnu, » répondit-elle, avec une franchise qui la surprit elle-même. Le jeune homme ferma son livre et se pencha légèrement en avant, ses coudes sur ses genoux. « Un mariage arrangé ?»« Un mariage de convenance, » corrigea Mathilde amèrement. « C'est différent. Dans un mariage arrangé, au moins les deux familles s'assurent qu'il y a une certaine compatibilité. Dans un mariage de convenance, seul l'argent compte. Je suis désolé, » murmura-t-il avec une empathie manifeste. « Cela doit être terrifiant. »« Terrifiant est un mot juste, » admit Mathilde en détournant le regard vers la fenêtre. « Je vais épouser un homme qui a presque le double de mon âge, un homme que je n'ai jamais rencontré, un homme qui me voit probablement comme un ornement coûteux à ajouter à sa collection. Mais je n'ai pas le choix. Mon père a des dettes, et ce mariage est le seul moyen de sauver ma famille de la honte. » Le jeune homme resta silencieux pendant un long moment, comme s'il cherchait les mots justes. Puis il tendit sa main par-dessus l'étroit espace qui les séparait. « Je m'appelle Gabriel Mercier, je suis architecte. Enfin, j'essaie de l'être. Pour l'instant, je travaille surtout comme assistant d'un architecte célèbre à Lyon. Je voyage à Paris chaque mois pour étudier les nouveaux bâtiments et m'inspirer des tendances modernes. » Mathilde hésita, puis serra brièvement sa main gantée. « Mathilde Beaumont. Enchanté, monsieur Mercier. Appelez-moi Gabriel, je vous en prie. Les formalités semblent absurdes quand on vient de partager des confidences aussi intimes. » Mathilde sourit pour la première fois depuis des jours. « Très bien, Gabriel, et vous pouvez m'appeler Mathilde. » Pendant les heures qui suivirent, ils parlèrent à voix basse pendant que Madame Dubois continuait à dormir paisiblement. Gabriel lui raconta son enfance dans un petit village près de Grenoble, fils d'un menuisier et d'une institutrice, et comment il avait découvert sa passion pour l'architecture en observant les ruines romaines qui parsemaient la région, comment il avait économisé pendant des années pour pouvoir étudier à l'école des beaux-arts. Mathilde lui parla de sa vie à Paris, de ses lectures passionnées de romans qui scandalisaient sa mère,
de son amour pour la peinture qu'elle ne pouvait pratiquer que secrètement, car cela n'était pas considéré comme convenable pour une jeune fille de bonne famille. Vous savez ce qui me terrifie le plus ? Confia Mathilde à un moment. Ce n'est pas l'idée d'épouser un inconnu, c'est l'idée de devenir invisible. Les épouses des hommes riches sont comme des meubles précieux. On les admire, on les expose, mais on ne leur demande jamais ce qu'elles pensent ou ce qu'elles ressentent. Je vais passer le reste de ma vie à sourire poliment lors de dîners ennuyeux et à superviser des domestiques. Ma vie sera finie avant même d'avoir vraiment commencé. Gabrielle la regarda avec une intensité troublante. Vous êtes trop vivante, trop intelligente pour accepter une telle existence. Il doit y avoir un moyen. Il n'y en a pas, l'interrompit Mathilde avec fermeté. Pas pour les femmes comme moi. Nous n'avons pas le droit de choisir notre vie. Nous sommes des pions dans les jeux d'argent de nos pères. Le train s'arrêta soudainement avec une secousse violente qui réveilla tous les passagers. Madame Dubois se redressa brusquement, clignant des yeux avec confusion. Le couple âgé grogna de mécontentement et le prêtre ferma son bréviaire en soupirant. À travers la fenêtre, ils pouvaient voir qu'ils étaient arrêtés en pleine campagne, loin de toute gare. Un contrôleur passa la tête dans le compartiment, son visage exprimant une contrariété professionnelle. « Mesdames, messieurs, nous avons un petit problème technique avec la locomotive. Nous estimons un retard d'environ 2 heures. Nous sommes désolés pour ce désagrément. » Madame Dubois poussa un cri horrifié. « 2 heures, mais nous allons arriver bien trop tard. Monsieur Ferrand va être furieux. » Mathilde sentit une étrange sensation de soulagement l'envahir. 2 heures de retard signifiait 2 heures de plus avant d'affronter son destin. 2 heures de plus de liberté, même si cette liberté se limitait à un compartiment de train. « Ne vous inquiétez pas, madame », la rassura le contrôleur. « Nous enverrons un télégramme à la gare de Lyon pour informer les personnes qui attendent les passagers. Tout sera arrangé. » Après son départ, madame Dubois se leva avec agitation. « Il faut que j'aille voir si nos malles sont en sécurité. Et je dois envoyer moi-même un télégramme à monsieur Beaumont pour l'informer. Mathilde, reste ici et ne bouge pas. Je reviens dans quelques minutes. » Elle sortit du compartiment en refermant la porte coulissante derrière elle, laissant Mathilde seule avec Gabrielle et les 3 autres passagers qui s'étaient rendormis presque immédiatement. Gabrielle se leva et vint s'asseoir à côté de Mathilde sur la banquette, maintenant une distance respectueuse mais proche. « Mathilde, écoutez-moi attentivement. Vous avez une opportunité en ce moment même. Ces 2 heures de retard vous donnent le temps de réfléchir vraiment à ce que vous voulez faire. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas le choix, répondit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Il y a toujours un choix, insista Gabrielle avec une passion contenue. Peut-être pas un choix facile, peut-être pas un choix sans conséquence, mais un choix quand même. Vous pourriez descendre de ce train, vous pourriez disparaître, vous pourriez construire une nouvelle vie. Mathilde le regarda comme s'il avait perdu la raison. Et vivre de quoi? Je n'ai aucune compétence pratique. Je ne peux ni coudre, ni cuisiner, ni enseigner. Je sais jouer du piano et faire de jolies aquarelles. Comment ces talents inutiles me permettraient-ils de survivre? Vous pourriez apprendre, répondit Gabrielle. Vous êtes intelligente et cultivée. Il y a des ateliers qui forment des jeunes femmes aux métiers artistiques. Vous pourriez devenir peintre de miniatures ou illustratrice pour des magazines. Ce ne serait pas une vie facile, mais ce serait votre vie. Mathilde sentit son cœur battre plus vite. Pendant un instant fou, elle se permit d'imaginer cette existence alternative, une petite chambre sous les toits, un chevalet près de la fenêtre, la liberté de créer, sans avoir à demander la permission à qui que ce soit. Puis la réalité reprit le dessus. Et ma famille, mon père serait ruiné. Ma mère et mon frère devraient vivre dans la misère. Je ne peux pas leur faire ça. Les dettes de votre père ne sont pas votre responsabilité, argumenta Gabrielle. Il a fait des choix imprudents et maintenant il vous sacrifie pour réparer ses erreurs. C'est lui qui devrait avoir honte, pas vous. Mathilde le regarda avec des yeux brillants de larmes. Vous ne comprenez pas. Dans notre monde, l'honneur familial est tout.
Si je refuse ce mariage, je serai déshonoré et ma famille avec moi. Personne ne voudra épouser mon frère. Ma mère sera rejetée de tous les salons. Nous serons des parias. Gabriel prit délicatement sa main gantée entre les siennes. Ce geste aurait été scandaleux en temps normal, mais dans l'intimité relative du compartiment et avec l'émotion du moment, il sembla naturel et réconfortant. « Mathilde, je viens de vous rencontrer il y a quelques heures. Je n'ai aucun droit de vous dire quoi faire. Mais je ne peux pas rester silencieux en vous voyant marcher vers un sacrifice qui vous détruira. Vous méritez d'être heureuse. Vous méritez d'être aimée pour qui vous êtes, pas pour ce que votre nom ou votre apparence peuvent apporter à un homme riche. » Mathilde sentit quelque chose se briser en elle. Toutes les émotions qu'elle avait réprimées pendant des semaines explosèrent soudainement. Elle se mit à pleurer, de longs sanglots silencieux qui secouaient ses épaules. Gabriel l'attira doucement contre lui, la laissant pleurer sur son épaule pendant que le train restait immobile dans la campagne brumeuse. Quand elle se calma enfin, elle se redressa et essuya ses yeux avec son mouchoir brodé. « Pardonnez-moi, c'était très impoli de ma part. »« Il n'y a rien à pardonner, » murmura Gabriel. « Les émotions refoulées doivent sortir un jour ou l'autre. » À ce moment, le train se remit en marche avec une nouvelle secousse. Les 2 heures promises s'étaient transformées en 3h30, et ils approchaient enfin de Lyon. Madame Dubois revint dans le compartiment, l'air soulagé. « Tout est arrangé », annonça-t-elle. « J'ai envoyé un télégramme à Monsieur Ferrand. Il comprend la situation et nous attendra à la gare malgré l'heure tardive. » Mathilde sentit son estomac se nouer. Le moment qu'elle redoutait approchait inexorablement. Elle jeta un dernier regard à Gabriel, et dans ses yeux bruns, elle lut un message silencieux. Il n'était pas trop tard pour changer d'avis, mais au moment où le train entrait en gare de Lyon-Perrache, Mathilde savait qu'elle ne descendrait pas de ce train pour fuir. Elle descendrait pour affronter son destin, aussi cruel soit-il. Elle devait à sa famille au moins cette loyauté. Quand le train s'arrêta enfin, Gabriel l'aida galamment à descendre sur le quai. Leurs mains se touchèrent une dernière fois, et Mathilde sentit une chaleur se propager dans son bras. « Au revoir, Gabriel » murmura-t-elle. « Merci pour cette conversation. Elle signifiait plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. »« Ce n'est pas un au revoir, » répondit-il avec une intensité surprenante. « Lyon n'est pas si grande. Nous nous reverrons. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix autoritaire retentit derrière elle. « Mademoiselle Beaumont ?» Elle se retourna et découvrit un homme grand et corpulent, vêtu d'un manteau de laine noire et portant un haut de forme luisant. Son visage était rond et rougeaud, avec une moustache grise en guidon de vélo et de petits yeux porcins qui la jaugèrent de la tête aux pieds avec une expression possessive qui lui donna envie de fuir immédiatement. « Je suis Gustave Ferrand », annonça-t-il sans chaleur aucune. « J'espère que ce retard regrettable ne présage pas d'autres complications futures. Je déteste l'imprévisibilité. » Mathilde sentit son cœur sombrer. L'homme qui allait devenir son mari était exactement aussi antipathique qu'elle l'avait imaginé. Peut-être pire. Et maintenant, elle n'avait plus aucune échappatoire. Mathilde fut installée dans une suite au 2e étage, composée d'une chambre spacieuse, d'un boudoir et d'une salle de bain privée équipée de robinets en bronze doré. Les meubles étaient somptueux mais lourds, dans ce style Second Empire qui commençait déjà à paraître démodé. Des tissus damassés bordeaux et or, des miroirs encadrés de bois sculptés, des tapis persans épais qui étouffaient tous les bruits. C'était une chambre magnifique et complètement impersonnelle, comme une suite d'hôtels de luxe. « Vous avez 2 heures pour vous reposer et vous préparer pour le dîner », annonça Gustave depuis le seuil, sans entrer dans la pièce. « Ma sœur Adeline viendra vous chercher à 19 heures précises. Nous dînerons en petit comité, juste ma sœur, son mari, vous et moi. Le grand dîner de présentation avec toute la société lyonnaise aura lieu après notre mariage. » Ils parlaient de leur mariage comme d'une transaction commerciale déjà conclue, sans lui demander son avis, ni même faire semblant de solliciter son accord. Mathilde hocha la tête silencieusement, incapable de prononcer un mot. Après son départ,
Madame Dubois aida Mathilde à retirer sa robe de voyage et à se rafraîchir. La gouvernante travaillait en silence, sentant le désarroi de sa jeune maîtresse et ne sachant comment la réconforter. Quand elle eut terminé de coiffer Mathilde et de l'aider à enfiler une robe de soie bleu nuit pour le dîner, elle posa doucement ses mains sur ses épaules. « Courage, ma petite », murmura-t-elle avec les larmes aux yeux. « Beaucoup de femmes ont vécu ce que vous vivez et ont fini par trouver une forme de contentement, sinon de bonheur. »« Contentement ?» répéta Mathilde avec amertume. Quel joli euphémisme pour désigner une vie de résignation. Le dîner fut une épreuve encore pire que ce qu'elle avait imaginé. La salle à manger était une pièce immense décorée dans des tons de vert sombre et d'or, avec un lustre de cristal si énorme qu'il semblait prêt à s'écraser sur la table à tout moment. Gustave présidait en bout de table, Mathilde était placée à sa droite, et sa sœur Adeline, avec son mari Octave, occupait l'autre côté. Adeline Ferrand-Dumont était une femme sèche d'une 50aine d'années, vêtue d'une robe de taffetas prune qui craquait à chacun de ses mouvements. Elle avait le même visage rond que son frère, mais endurci par des années d'amertume et de jalousie. Son mari Octave, un homme effacé qui travaillait comme notaire, ne prononça pas 3 phrases de toute la soirée. « Ainsi, vous êtes mademoiselle Beaumont », commença Adeline en examinant Mathilde comme on examine un cheval à vendre. « Mon frère m'a dit que votre famille avait des difficultés financières. C'est regrettable, mais au moins vous avez la chance d'épouser un homme qui pourra assurer votre avenir. » Mathilde serra sa serviette de lin sur ses genoux pour empêcher ses mains de trembler. « Je suis consciente de ma chance, madame. Mon frère est un homme très généreux. » Continua Adeline avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Peut-être trop généreux parfois. J'espère que vous saurez apprécier les privilèges que ce mariage vous apporte et que vous ne décevrez pas ses attentes. La menace implicite était claire. Mathilde devait se montrer reconnaissante et docile, sous peine de perdre tous les avantages que ce mariage lui procurait. Gustave, pendant ce temps, mangeait avec un appétit vorace, engloutissant la terrine de foie gras, le saumon en croûte et le gigot d'agneau sans presque participer à la conversation. Quand il parlait, c'était pour discourir sur ses affaires bancaires ou pour critiquer les décisions du gouvernement en matière économique. Il ne demanda pas une seule fois à Mathilde ses opinions, ses intérêts ou ses espoirs. Elle était clairement là comme ornement, pas comme partenaire de conversation. Au dessert, une tarte aux poires accompagnée de crème anglaise, Gustave posa finalement son attention sur elle. « Jouez-vous du piano, mademoiselle Beaumont ?» demanda-t-il en s'essuyant la bouche avec sa serviette. « Oui, monsieur. J'ai étudié pendant 12 ans. »« Excellent. J'aime qu'une épouse puisse divertir les invités après le dîner. Savez-vous broder également ?»« Oui, monsieur. »« Parfait. Une femme doit avoir des occupations convenables. Je n'apprécie pas les épouses oisives qui passent leur journée à bavarder dans les salons de thé. » Mathilde se mordit la lèvre pour ne pas répondre. Elle voulait lui demander s'il avait d'autres exigences, si elle devait également savoir jongler ou marcher sur une corde raide pour mériter sa place dans sa maison. Mais elle resta silencieuse, souriante, parfaitement docile. Après le dîner, elle fut autorisée à se retirer dans sa chambre. Madame Dubois l'aida à se déshabiller et à se préparer pour la nuit, puis la laissa seule. Mathilde s'assit près de la fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur, regardant les ombres des arbres danser sous la lune. Elle pensait à Gabriel, à leur conversation dans le train, à cette brève fenêtre de possibilités qu'elle avait laissé se refermer. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étouffante. Le matin, Mathilde prenait le petit déjeuner seule dans sa chambre. Ensuite, elle devait descendre au salon où Adeline lui donnait des leçons sur la gestion d'une maison bourgeoise. Comment superviser les domestiques, comment organiser un dîner, comment tenir les comptes du ménage. L'après-midi, elle accompagnait parfois Gustave dans ses visites à des clients fortunés, restant silencieuse et décorative pendant qu'il parlait affaires. Le soir, elle dînait avec Gustave et parfois sa sœur, puis se retirait rapidement dans sa chambre. Gustave ne lui montrait aucune affection, mais il n'était pas cruel non plus.
Il la traitait avec une politesse distante, comme on traite un employé compétent. Il ne cherchait jamais à la toucher ou à l'embrasser, se contentant de lui baiser brièvement la main en la saluant ou en prenant congé. Mathilde ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou insultée par cette indifférence. Le mariage était prévu dans 3 semaines. Les préparatifs avaient commencé. Commande de la robe, réservation de l'église, envoi des invitations. Tout s'enchaînait avec une efficacité mécanique, comme si elle n'était qu'une spectatrice de sa propre vie. Un après-midi, alors qu'elle se promenait seule dans le jardin de l'hôtel particulier, sous la surveillance discrète d'une femme de chambre, elle entendit une voix familière l'appeler doucement depuis l'autre côté du mur qui séparait la propriété de la rue. « Mathilde !» Elle reconnut immédiatement la voix de Gabriel. Son cœur se mit à battre follement. Elle jeta un coup d'œil à la femme de chambre qui s'était éloignée pour cueillir des roses, puis s'approcha rapidement du mur. « Gabriel, que faites-vous ici ?» chuchota-t-elle, avec urgence. « Je devais vous voir », répondit-il de l'autre côté du mur de pierre. « Je n'ai pas cessé de penser à vous depuis notre rencontre dans le train. Mathilde, êtes-vous heureuse ici ?» Elle éclata d'un rire sans joie. « Heureuse ? Je suis dans une prison dorée, Gabriel. Une prison où ma seule fonction est de sourire poliment et d'être reconnaissante d'être vendue à un homme que je n'aime pas et qui ne m'aime pas. »« Alors partez !» insista Gabriel avec passion. « Il n'est pas trop tard, le mariage n'a pas encore eu lieu, vous pouvez encore choisir une autre vie. »« Et vivre de quoi ?» demanda Mathilde avec désespoir. « Vous me l'avez déjà proposé et je vous ai expliqué pourquoi c'était impossible. »« Vivez de votre talent, » répondit Gabriel. « J'ai parlé de vous à mon patron, Henri Rousseau. C'est un architecte renommé qui cherche quelqu'un pour créer des aquarelles de présentation de ses projets. Il est prêt à vous rencontrer. Si votre travail lui plaît, il vous offrira un emploi. Ce ne sera pas une fortune, mais ce sera suffisant pour vivre modestement et dignement. » Mathilde sentit son cœur s'emballer. « Vous avez fait cela. Pour moi ? Je l'ai fait parce que je ne peux pas supporter l'idée de vous voir gâcher votre vie, » dit Gabriel avec une sincérité bouleversante. « Mathilde, nous nous connaissons à peine, mais j'ai vu en vous quelque chose de rare et de précieux, une intelligence vive, une sensibilité artistique, une force que vous ne reconnaissez pas encore en vous-même. Vous méritez mieux que cette existence. » Mathilde sentit les larmes lui monter aux yeux. « Même si je voulais partir, comment pourrais-je le faire? Je suis surveillée constamment. Gustave a des espions partout. Demain après-midi, vous avez une visite prévue chez la modiste pour le dernier essayage de votre robe de mariée, » dit Gabriel rapidement. « Je me suis renseigné. L'atelier est rue de la République. Au lieu d'y aller, retrouvez-moi à la cathédrale Saint-Jean à 15 heures. Je vous amènerai rencontrer Monsieur Rousseau. Après cela, vous pourrez décider. Si vous choisissez de retourner vers Gustave Ferrand, je respecterai votre décision et vous ne me reverrez plus jamais. Mais au moins, vous aurez vu qu'il existait une alternative. »« C'est de la folie, » murmura Mathilde, mais sa voix manquait de conviction. « La folie est d'épouser un homme que vous détestez pour sauver l'honneur d'un père qui vous a trahi, » répliqua Gabriel. « Venez demain, Mathilde, juste pour voir, juste pour savoir que vous avez eu le choix. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la femme de chambre s'approcha avec son panier de roses. Gabriel s'éloigna silencieusement et Mathilde retourna vers la maison, son cœur en tumulte. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas, tournant et retournant les paroles de Gabriel dans sa tête. Elle pensait à son père, qu'il avait vendu comme une marchandise, à Gustave, qui la traitait comme un meuble décoratif, à cette vie d'ennui et de frustration qui l'attendait. Puis elle pensait à l'alternative, la pauvreté possible, le scandale certain, la rupture avec sa famille, mais aussi la liberté, la possibilité de créer, de vivre selon ses propres termes, de ne rendre de compte à personne. Au matin, elle avait pris sa décision. Quand le domestique vint la chercher à 14h30 pour l'accompagner chez la modiste,
Elle monta dans la voiture avec Madame Dubois, vêtue de sa plus belle robe de promenade et portant un petit sac à main qui contenait tout ce qu'elle possédait de plus précieux. Un peu d'argent, quelques bijoux de sa mère, ses carnets de croquis. La voiture les déposa devant l'atelier de la modiste rue de la République. Mathilde descendit avec Madame Dubois, puis se tourna vers elle avec un regard implorant. « Madame Dubois, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Retournez à l'hôtel particulier et dites à Monsieur Ferrand que je me suis senti mal et que je suis allé prendre l'air. Donnez-moi 2 heures. Si je ne suis pas revenu d'ici là, dites-lui la vérité, que je suis parti de mon plein gré et que ce mariage n'aura pas lieu. » La gouvernante la regarda avec des yeux horrifiés. « Mathilde, qu'allez-vous faire? Vous ne pouvez pas. »« Je peux, » l'interrompit Mathilde avec une détermination nouvelle dans la voix. « Et je vais le faire. Vous avez été bonne avec moi toute ma vie, Madame Dubois. Ne me trahissez pas maintenant. Donnez-moi juste ces 2 heures. » Madame Dubois hésita, puis hocha lentement la tête, les larmes coulant sur ses joues rondes. « Que Dieu vous protège, ma petite. » Mathilde l'embrassa rapidement sur la joue, puis se mit à marcher rapidement vers la cathédrale Saint-Jean, son cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser. Gabriel l'attendait sous le porche de la cathédrale, vêtu de son costume de tweed marron, ses yeux anxieux scrutant la foule. Quand il la vit approcher, son visage s'illumina d'un soulagement et d'une joie immense. « Vous êtes venu, » murmura-t-il en prenant ses mains. « J'avais peur que vous changiez d'avis. J'ai changé d'avis au moins 100 fois, » admit Mathilde avec un rire nerveux. « Mais me voici. » Gabriel l'entraîna à travers les rues étroites du vieux Lyon jusqu'à un immeuble modeste de la rue Saint-Jean. Ils montèrent 4 étages jusqu'à un atelier inondé de lumière, où un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes à monture dorée et une barbe grisonnante, examinait des plans architecturaux étalés sur une grande table. « Monsieur Rousseau, permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Mathilde Beaumont, » annonça Gabriel avec une fierté évidente. Henri Rousseau leva les yeux et étudia Mathilde avec un regard perçant, mais pas hostile. « Gabriel m'a beaucoup parlé de votre talent. Avez-vous apporté des exemples de votre travail ?» Mathilde sortit ses carnets de croquis avec des mains tremblantes. Rousseau les examina en silence pendant ce qui lui sembla une éternité, tournant lentement les pages, s'arrêtant parfois pour étudier un détail plus attentivement. Finalement, il releva la tête avec un petit sourire. « Vous avez un œil remarquable pour les proportions et une sensibilité pour les détails architecturaux. Votre technique de l'aquarelle pourrait être plus affirmée, mais cela s'apprend. Je peux vous offrir un essai de 3 mois. Si votre travail me satisfait, je vous engagerai de façon permanente. Le salaire sera de 50 francs par mois pour commencer. » Mathilde sentit les larmes lui monter aux yeux. 50 francs par mois, c'était une misère comparée à la fortune de Gustave Ferrand. Mais c'était de l'argent qu'elle gagnerait elle-même, avec son propre talent. C'était la liberté. « J'accepte, » dit-elle d'une voix étranglée par l'émotion. Après avoir quitté l'atelier de Rousseau, Gabriel et Mathilde marchèrent sans but précis dans les rues de Lyon, savourant cette liberté nouvelle et terrifiante. Le soleil déclinait derrière les collines, teintant le ciel de rose et d'or. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda Gabriel. « Je vais trouver une chambre à louer », répondit Mathilde avec plus de courage qu'elle n'en ressentait. « Je vais écrire à mon père pour lui expliquer ma décision, et je vais commencer ma nouvelle vie. »« Vous n'avez pas peur ?» demanda Gabriel doucement. « Je suis terrifié, » admit Mathilde, « mais je préfère être terrifiée et libre que rassurée et prisonnière. » Gabriel s'arrêta et se tourna vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Mathilde, je dois vous avouer quelque chose. Quand je vous ai vue dans ce train, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. En quelques heures de conversation, vous êtes devenue plus importante pour moi que des gens que je connais depuis des années. Je sais que c'est précipité. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Mathilde sentit son cœur s'emballer. « Gabriel, vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, »
s'empressa-t-il d'ajouter. Vous avez assez de bouleversements dans votre vie, mais je voulais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que quoi qu'il arrive, je serai là pour vous. Mathilde le regarda dans les yeux et vit une sincérité et une bonté qui contrastaient si fortement avec la froideur calculatrice de Gustave Ferrand. Sans réfléchir, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement. Quand ils se séparèrent, Gabriel souriait comme un homme qui venait de découvrir un trésor. Mais leur moment de bonheur fut brusquement interrompu par une voix glaciale derrière eux. « Ainsi, voilà comment vous me remerciez de ma générosité. » Ils se retournèrent et découvrirent Gustave Ferrand, accompagné de deux hommes costauds qui avaient clairement été engagés pour leur force physique plutôt que pour leur intelligence. Son visage était rouge de fureur, ses petits yeux porcins brillants d'une rage contenue. « Monsieur Ferrand, » commença Mathilde d'une voix qu'elle voulait ferme. « Je suis désolé d'avoir dû agir ainsi, mais je ne peux pas vous épouser. Je ne vous aime pas et vous ne m'aimez pas. Ce mariage serait une erreur pour nous deux. Vous ne pouvez pas, répéta Gustave avec un rire sans joie. Vous croyez avoir votre mot à dire dans cette affaire ? J'ai payé les dettes de votre père. J'ai investi de l'argent dans les préparatifs de ce mariage. Vous m'appartenez, que cela vous plaise ou non. » Gabriel s'avança, se plaçant protectivement entre Mathilde et Gustave. « Elle ne vous appartient pas, les êtres humains ne s'achètent pas. » Gustave le toisa avec mépris. « Et qui êtes-vous ? Jeune homme, un architecte sans le sou qui croit pouvoir jouer les héros. Savez-vous qui je suis ? Un mot de moi, et vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. »« Je m'en moque, » répondit Gabriel calmement. Votre argent ne vous donne pas le droit de contrôler la vie des autres. Si vous êtes captivé par le courage de Mathilde et la bravoure de Gabriel, n'oubliez pas de laisser un j'aime à cette vidéo. Ne le touchez pas, cria Mathilde en se plaçant devant Gabriel. Gustave leva la main pour arrêter ses hommes. Son visage avait repris une expression de calme glacial, bien plus inquiétant que sa colère explosive de tout à l'heure. « Très bien, mademoiselle Beaumont. Vous voulez votre liberté, vous l'aurez. Mais comprenez bien ce que cela signifie. Je vais retourner à Paris demain et informer personnellement votre père que vous avez rompu notre accord. Les dettes que j'avais accepté d'effacer redeviendront immédiatement exigibles. Votre père sera ruiné, votre famille déshonorée. Votre frère ne pourra jamais faire un bon mariage. Votre mère sera ostracisée par toute la société parisienne. Et tout cela sera votre faute. » Mathilde sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle avait envisagé ses conséquences, mais les entendre énoncer si crûment lui faisait réaliser l'ampleur de ce qu'elle était en train de faire. « Mon père a contracté ses dettes, » répondit-elle d'une voix qui tremblait légèrement. « Il doit en assumer la responsabilité, pas moi. »« Noble sentiment, » ricana Gustave. « Voyons si vous le maintiendrez quand vous recevrez les lettres suppliantes de votre mère, quand vous apprendrez que votre famille a dû vendre sa maison et vivre dans un taudis. Mais peut-être que ce jeune homme, sans le sou, pourra vous offrir suffisamment de confort pour que vous oubliez leur souffrance. » Il tourna les talons et s'éloigna avec ses hommes, laissant Mathilde tremblante et pâle. Gabriel la prit dans ses bras, sentant qu'elle était sur le point de s'effondrer. « Mathilde, écoutez-moi. Ce qu'il a dit, ce sont des manipulations pour vous faire peur. Votre père est responsable de ses propres erreurs. »« Mais ma mère et mon frère sont innocents, » murmura Mathilde. « Ils vont payer pour mon choix. Ils paieraient de toute façon pour les erreurs de votre père, » argumenta Gabriel. « Au moins, maintenant, vous ne serez pas sacrifiés dans le processus. » Cette nuit-là, Gabriel aida Mathilde à trouver une chambre modeste dans une pension de famille tenue par une veuve respectable, Madame Armelle Dubourg. C'était une petite pièce au 3e étage, simplement meublée d'un lit étroit, d'une table, d'une chaise et d'une armoire en pin. La fenêtre donnait sur une cour intérieure où un chat tigré chassait les pigeons. C'était à des années-lumière du luxe de l'hôtel particulier de Gustave Ferrand. Mais Mathilde ressentit un soulagement immense en fermant la porte derrière elle et en sachant que cet espace lui appartenait.
Les semaines qui suivirent furent les plus difficiles de sa vie. Elle commença à travailler pour Henri Rousseau, passant ses journées à créer des aquarelles architecturales d'une précision méticuleuse. Le travail était épuisant et exigeant, mais elle découvrit qu'elle adorait cette concentration totale, cette sensation d'accomplissement quand elle terminait une pièce particulièrement réussie. Rousseau se révéla être un patron exigeant mais juste, qui n'hésitait pas à critiquer son travail, mais reconnaissait aussi ses progrès. Gabriel venait la voir chaque soir après le travail. Ils se promenaient le long des quais de la Saône, parlant de leurs journées, de leurs rêves, de leurs peurs. Leur relation se développait lentement, basée sur une amitié profonde et un respect mutuel, autant que sur l'attirance romantique. Gabriel ne la pressait jamais, comprenant qu'elle avait besoin de temps pour guérir de son expérience traumatisante avec Gustave Ferrand et pour s'adapter à sa nouvelle vie d'indépendance. 2 semaines après sa fuite, Mathilde reçut une lettre de sa mère. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes, redoutant son contenu. « Ma chère Mathilde », écrivait sa mère d'une écriture tremblante, « comment as-tu pu nous faire une chose pareille? Ton père est malade de honte et de rage. Monsieur Ferrand a tenu parole et a exigé le paiement immédiat de toutes les dettes. Nous avons dû vendre la maison et la plupart de nos meubles. Nous vivons maintenant dans un appartement modeste du 10e arrondissement et toutes nos anciennes relations nous ont tourné le dos. Ton frère Henri a vu sa fiancée rompre leurs fiançailles à cause du scandale. Comment peux-tu vivre avec toi-même en sachant ce que tu nous as fait? Je ne te reconnais plus. Tu n'es plus ma fille. » Mathilde pleura pendant des heures après avoir lu cette lettre. La culpabilité la rongeait, lui murmurant qu'elle avait été égoïste, qu'elle aurait dû se sacrifier pour sauver sa famille. Mais une petite voix dans sa tête, une voix qui ressemblait à celle de Gabriel, lui rappelait qu'on ne pouvait pas construire le bonheur d'une famille sur le malheur d'un de ses membres. Elle écrivit une longue lettre en réponse, expliquant ses raisons, s'excusant pour la douleur causée, mais affirmant son droit à choisir sa propre vie. Elle offrit de leur envoyer une partie de son salaire chaque mois pour les aider, même si c'était une somme dérisoire. Elle ne reçut jamais de réponse. Pendant ce temps, Gustave Ferrand n'était pas resté inactif. Furieux d'avoir été humilié publiquement, il avait décidé de se venger non seulement de Mathilde, mais aussi de Gabriel. Il utilisa son influence considérable dans les milieux bancaires et commerciaux de Lyon pour répandre des rumeurs sur Gabriel, qu'il était un séducteur sans scrupules, qu'il avait détourné une jeune femme promise à un autre homme, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance dans les affaires. Plusieurs clients de l'atelier de Rousseau, qui avaient des comptes dans la banque de Ferrand, commencèrent à annuler leurs commandes. Henri Rousseau appela Gabriel dans son bureau, un après-midi de février. Son visage habituellement jovial était grave et soucieux. « Gabriel, j'ai reçu 3 annulations de commandes importantes cette semaine, toutes de clients qui font affaire avec la banque Ferrand. Ce n'est pas une coïncidence. » Gabriel serra les poings. « Monsieur Rousseau, je suis profondément désolé. Je ne voulais pas que mes problèmes personnels affectent votre entreprise. Je ne t'en veux pas, mon garçon, soupira Rousseau. Tu as fait ce que ton cœur te dictait de faire, mais nous devons être réalistes. Si cette campagne de diffamation continue, je pourrais être forcé de te laisser partir pour protéger mon entreprise. » Gabriel comprit que Gustave Ferrand avait trouvé le moyen parfait de se venger. Le priver de son gagne-pain et, par extension, priver Mathilde du soutien dont elle avait besoin. C'était une tactique cruelle, mais efficace. Ce soir-là, Gabriel retrouva Mathilde dans leur café habituel près de la place Bellecour. Elle vit immédiatement à son expression qu'il portait de mauvaises nouvelles. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle avec inquiétude. Il lui raconta tout. Les annulations de commandes, les rumeurs, la menace de perdre son emploi. Mathilde l'écouta avec un sentiment croissant d'horreur et de culpabilité. « C'est ma faute, » murmura-t-elle. « Gustave se venge à travers toi parce qu'il ne peut pas m'atteindre directement. Ce n'est pas ta faute, » insista Gabriel en prenant ses mains. « C'est la faute d'un homme petit et mesquin qui ne supporte pas d'être contrarié. Mais que pouvons-nous faire ? Il a le pouvoir et l'argent. Nous n'avons rien pour nous défendre. »
Gabriel resta silencieux un long moment, son visage concentré dans une réflexion intense. Puis une idée sembla lui venir. « Nous avons quelque chose qu'il n'a pas. Nous avons la vérité, et nous avons de l'audace. Que veux-tu dire ?» demanda Mathilde avec confusion. Gustave Ferrand a construit toute sa réputation sur l'image d'un homme respectable et honorable. Mais ce qu'il a fait, tenter d'acheter une femme comme on achète une propriété, puis se venger cruellement quand elle a refusé, ce n'est ni respectable ni honorable. Si cette histoire devenait publique, si la bonne société lyonnaise apprenait les détails réels de ce qui s'est passé, sa réputation en souffrirait. Mathilde secoua la tête avec incrédulité. Personne ne nous croirait. Sa parole vaut 1000 fois la nôtre. Peut-être, admit Gabriel, mais il y a quelqu'un dont la parole pourrait faire la différence. Madame Dubois, votre gouvernante. Elle était là quand tout a commencé. Elle a vu votre détresse. Elle connaît les circonstances du mariage arrangé. Si elle acceptait de témoigner. Elle ne le ferait jamais, l'interrompit Mathilde. Elle a besoin de son emploi avec ma famille. Elle ne peut pas se permettre de les trahir. Nous pouvons au moins lui demander, suggéra Gabriel. Qu'avons-nous à perdre ? 2 jours plus tard, Mathilde écrivit une lettre à Madame Dubois, lui expliquant la situation et la suppliant de venir la voir à Lyon. À sa grande surprise, la gouvernante répondit qu'elle viendrait le dimanche suivant. Quand Madame Dubois descendit du train à la gare de Lyon-Perrache, Mathilde la serra dans ses bras avec émotion. La gouvernante avait vieilli depuis leur séparation quelques semaines plus tôt, son visage creusé par l'inquiétude et la fatigue. « Ma petite, comment vas-tu » demanda-t-elle en examinant Mathilde de la tête aux pieds. « Tu as maigri. Tu te nourris convenablement ?»« Je vais bien, Madame Dubois. Vraiment. Je travaille, je gagne ma vie. Je suis libre. » Ils s'installèrent dans un petit salon de thé tranquille, où Gabriel les rejoignit. Madame Dubois écouta leur récit avec attention, hochant parfois la tête avec tristesse. « Je savais que ce mariage était une abomination, » dit-elle finalement. « Mais je ne pensais pas que tu aurais le courage de t'enfuir. Je t'admire pour cela, Mathilde, même si ta mère ne te le pardonnera jamais. » « Comment va ma famille ?» demanda Mathilde doucement. « Aussi mal que tu peux l'imaginer. Ton père et ta mère est colérique, ta mère pleure constamment. Ton frère ne parle presque plus. L'appartement où ils vivent maintenant est petit et sombre. Mais ils survivent, c'est plus que beaucoup d'autres dans leur situation. » Mathilde sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je suis désolé de leur avoir causé tant de souffrance. »« Ne sois pas désolé. » répliqua Madame Dubois avec une fermeté surprenante. « Ton père a joué et perdu. C'était son erreur, pas la tienne. Tu n'avais pas à payer pour ses folies. » Gabriel se pencha en avant. « Madame Dubois, nous avons besoin de votre aide. Gustave Ferrand utilise son influence pour nous détruire financièrement. Il répand des mensonges sur moi, fait annuler des contrats, menace mon emploi. Nous pensons que si la véritable histoire devenait publique, si les gens de la bonne société lyonnaise apprenaient comment il a essayé d'acheter Mathilde et comment il se venge maintenant cruellement, sa réputation en souffrirait. » Madame Dubois fronça les sourcils. « Que voulez-vous que je fasse ? Écrivez une lettre détaillant ce que vous savez, les circonstances du mariage arrangé, la détresse de Mathilde, les pressions exercées sur elle. Une lettre que nous pourrions montrer aux gens influents de Lyon. » La gouvernante resta silencieuse pendant un long moment, ses doigts tripotant nerveusement sa tasse de thé. « Si je fais cela, je perdrai mon emploi avec ta famille. Ils me verront comme une traîtresse. Je sais que nous vous demandons beaucoup, » dit Mathilde. « Trop, peut-être, mais nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. » Madame Dubois leva les yeux et regarda Mathilde avec une affection profonde. « Tu as été comme une fille pour moi, Mathilde, plus que les enfants que je n'ai jamais eus. Si écrire cette lettre peut t'aider à construire la vie que tu mérites, alors je le ferai. Ton père me renverra de toute façon tôt ou tard. Il cherche quelqu'un à blâmer pour ses malheurs, et je suis une cible facile. » Ce soir-là, dans la petite chambre de Mathilde à la pension, Madame Dubois écrivit une lettre de 3 pages, détaillant tout ce qu'elle savait.
Elle décrivait comment Armand Beaumont avait arrangé le mariage, sans consulter sa fille. Comment Gustave Ferrand avait négocié le prix de Mathilde, comme on négocie l'achat d'un cheval. Comment la jeune femme avait pleuré pendant des nuits entières avant le départ pour Lyon. Comment elle avait été traitée avec froideur et condescendance par Ferrand et sa sœur. La lettre se terminait par ces mots: « Mademoiselle Beaumont n'a pas fui par caprice ou par irresponsabilité. Elle a fui pour sauver son âme d'un mariage qui l'aurait détruite. Si quelqu'un mérite d'être blâmé dans cette affaire, ce sont les hommes qui ont traité une jeune femme intelligente et sensible comme une marchandise. » Gabriel fit plusieurs copies de cette lettre et les envoya discrètement à différentes personnalités influentes de Lyon, des éditeurs de journaux, des membres du conseil municipal, des industriels respectés qui n'avaient pas de lien avec la banque Ferrand. Il y joignit une courte note expliquant que cette histoire illustrait la nécessité de réformer les lois sur le mariage et de donner plus de droits aux femmes. L'effet fut immédiat et spectaculaire. 2 journaux publièrent des articles sur l'affaire, bien que sans nommer directement Ferrand, pour éviter les poursuites en diffamation. Ils parlaient d'un banquier lyonnais qui avait essayé d'acheter une jeune femme et qui se vengeait maintenant de son refus. Les salons bourgeois bruissaient de rumeurs et de spéculations. L'identité de Ferrand fut rapidement devinée et son comportement commença à être jugé sévèrement, particulièrement par les femmes de la haute société qui voyaient dans l'histoire de Mathilde un reflet de leur propre peur et frustration. Gustave Ferrand se retrouva soudainement dans une position défensive. Sa réputation d'homme respectable et honorable était entachée. Plusieurs clients importants de sa banque exprimèrent leur malaise face à ces révélations. Certains alertent même jusqu'à retirer leur compte. Réalisant que continuer sa vendetta contre Gabriel et Mathilde ne ferait qu'alimenter le scandale, Ferrand choisit la retraite stratégique. Il cessa sa campagne de diffamation et fit même passer discrètement le message qu'il n'y avait jamais eu de véritable engagement entre lui et mademoiselle Beaumont, que tout cela avait été un malentendu grossièrement exagéré par des personnes mal intentionnées. La pression sur Gabriel se relâcha immédiatement. Les clients qui avaient annulé leurs commandes commencèrent à revenir chez Rousseau, certains présentant même leurs excuses pour avoir été si prompts à écouter les rumeurs. L'atelier connut même une augmentation de sa clientèle, car beaucoup admiraient secrètement le courage du jeune architecte qui avait défié un homme puissant pour protéger la femme qu'il aimait. Henri Rousseau convoqua Gabriel dans son bureau avec un large sourire. « Mon garçon, non seulement tu as sauvé ton emploi, mais tu as aussi attiré l'attention sur notre atelier d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai décidé de t'augmenter et de te promouvoir architecte associé. Tu as gagné ce titre. » Pour Mathilde, la reconnaissance vint d'une manière tout aussi inattendue. Une riche veuve lyonnaise, Madame Célestine Arnaud, qui avait été outrée par le comportement de Gustave Ferrand, commanda à Rousseau la rénovation de son hôtel particulier et insista pour que ce soit Mathilde qui crée toutes les aquarelles de présentation. Impressionnée par son travail, elle commença à recommander Mathilde à ses amis de la haute société. Soudainement, Mathilde se retrouvait avec plus de commandes qu'elle ne pouvait en accepter. Son salaire doubla, puis tripla. 6 mois après sa fuite du monde de Gustave Ferrand, Mathilde avait non seulement survécu, mais prospéré. Elle avait déménagé dans un appartement plus spacieux, avec une vraie fenêtre orientée au nord, parfaite pour peindre. Elle avait constitué un cercle d'amis parmi les femmes artistes et les intellectuels de Lyon. Elle avait prouvé qu'une femme pouvait vivre indépendamment et dignement sans avoir besoin d'un mari riche pour la soutenir. Mais le plus précieux de tout était sa relation avec Gabriel. Leur amour avait mûri lentement, construit sur des fondations solides de respect mutuel, d'admiration et de valeurs partagées. Ils ne se voyaient plus comme un sauveteur et une victime, mais comme 2 partenaires égaux qui se choisissaient librement chaque jour. Un soir de printemps, alors qu'ils se promenaient le long de la Saône sous les saules pleureurs en fleurs, Gabriel s'arrêta et se tourna vers Mathilde. « Mathilde, ces 6 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Tu m'as montré ce que signifie vraiment le courage,
Ce que signifie choisir ses propres valeurs malgré les pressions de la société. Je t'admire autant que je t'aime. Et je t'aime plus que je ne croyais possible d'aimer quelqu'un. Il s'agenouilla sur le chemin de pierre, sortant de sa poche un simple anneau d'or orné d'un petit saphir. Je ne peux pas t'offrir la richesse de Gustave Ferrand. Je ne peux pas t'offrir une vie de luxe et de facilité. Mais je peux t'offrir une vie de liberté, de respect et d'amour véritable. Mathilde Beaumont, veux-tu m'épouser? Mathilde sentit les larmes couler sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie pures et sans mélange. Oui, Gabriel, 1000 fois oui. Quand il passa l'anneau à son doigt et se releva pour l'embrasser, Mathilde sut qu'elle avait fait le bon choix ce jour dans le train. Elle avait choisi la liberté plutôt que la cage dorée, l'amour véritable plutôt que la sécurité matérielle, sa propre voix plutôt que le silence imposé. Et elle ne l'avait jamais regretté, même un seul instant. Mathilde portait une robe simple de soie crème qu'elle avait dessinée elle-même et qu'une couturière amie avait confectionnée. Pas de traîne de 6 mètres, pas de dentelle de Bruges coûtant une fortune. Juste une robe élégante et pratique qui reflétait sa personnalité et ses valeurs. Dans ses cheveux relevés en un chignon souple, elle avait glissé des fleurs de jasmin que Gabriel avait cueillies le matin même dans le jardin de son propriétaire. Gabriel, dans son costume gris sobre, mais impeccablement coupé, la regardait s'avancer vers lui avec une expression de bonheur et d'émerveillement absolu. Henri Rousseau, qui servait de témoin à Gabriel, lui donna un petit coup de coude complice. Le prêtre, un jeune homme progressiste qui croyait que le mariage devait être basé sur l'amour et non sur les arrangements financiers, prononça une homélie sur l'importance du choix et du respect mutuel dans l'union matrimoniale. Plusieurs invités échangèrent des regards entendus, sachant très bien qu'ils faisaient allusion à l'histoire de Mathilde. Quand Gabriel passa l'alliance au doigt de Mathilde et qu'elle fit de même pour lui, elle sentit une paix profonde l'envahir. C'était si différent de ce qu'elle avait imaginé des mois plus tôt, dans ce train qui l'emmenait vers un avenir qu'elle redoutait. Elle avait cru que sa vie était terminée, qu'elle n'avait plus aucun contrôle sur son destin. Mais elle avait eu tort. Sa vie ne faisait que commencer. Le petit banquet qui suivit eut lieu dans le jardin d'un restaurant modeste mais charmant surplombant la ville. Les tables étaient décorées simplement avec des nappes blanches et des bouquets de fleurs sauvages. Le menu n'était pas celui d'un festin princier, mais la nourriture était délicieuse et préparée avec amour. Terrine de légumes, poulet rôti aux herbes de Provence, gratin dauphinois, salade de fruits frais et une tarte aux framboises qui fondait dans la bouche. Les toasts furent sincères et émouvants. Henri Rousseau parla du talent exceptionnel de Mathilde et du privilège de travailler avec elle. Madame Célestine Arnaud, la veuve qui avait été l'une des premières clientes importantes de Mathilde, parla avec passion de la nécessité de soutenir les femmes qui choisissaient l'indépendance plutôt que la soumission. Madame Dubois, à travers ses larmes, dit simplement qu'elle était fière de Mathilde et qu'elle avait toujours su que cette jeune femme était destinée à quelque chose d'extraordinaire. Quand ce fut le tour de Gabriel de parler, il se leva et prit la main de Mathilde, la tenant fermement dans la sienne. Il y a 6 mois, je suis monté dans un train pour Paris, sans me douter que ce voyage allait changer ma vie entière. J'y ai rencontré une jeune femme qui m'a montré ce que signifie vraiment le courage. Mathilde n'a pas fui un mariage désagréable par caprice ou par faiblesse. Elle a fait le choix le plus difficile qu'une personne puisse faire. Elle a choisi de se respecter elle-même, même quand cela signifiait décevoir les autres, même quand cela signifiait faire face à la pauvreté et au scandale. Elle m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans les coffres d'une banque, mais dans la liberté de vivre selon ses propres valeurs. Je promets de toujours honorer ce courage, de toujours respecter son indépendance et de construire avec elle une vie basée sur l'égalité et l'amour véritable. Les applaudissements qui suivirent furent longs et chaleureux. Plusieurs femmes dans l'assistance pleuraient ouvertement, touchées par cette déclaration si différente des discours matrimoniaux conventionnels.
Mathilde se leva à son tour, son cœur battant fort, mais sa voix claire et assurée. Quand j'étais dans ce train, terrorisé par l'avenir qui m'attendait, Gabriel m'a posé une question simple mais révolutionnaire. Qu'est-ce que je voulais vraiment ? Personne ne m'avait jamais posé cette question auparavant. On m'avait dit ce que je devais faire, ce que la société attendait de moi, comment je devais me comporter, mais jamais on ne m'avait demandé ce que moi je voulais. Gabriel m'a donné la permission de répondre à cette question honnêtement, et ma réponse a changé ma vie. Je veux vivre librement, je veux créer de la beauté, je veux être respecté pour mon esprit autant que pour mon apparence. Je veux aimer, et être aimé non pas comme une possession, mais comme un être humain égal et autonome. Aujourd'hui, je célèbre non seulement mon mariage avec l'homme que j'aime, mais aussi mon mariage avec moi-même, avec la femme que j'ai choisi de devenir. Le silence qui suivit fut profond et chargé d'émotion. Puis Madame Arnaud se leva et commença à applaudir. Et bientôt toute l'assistance était debout, applaudissant cette jeune femme qui avait osé défier les conventions pour vivre authentiquement. Les mois qui suivirent le mariage furent remplis de travail intense, mais gratifiant. Mathilde et Gabriel emménagèrent dans un appartement lumineux du quartier de la Croix-Rousse, et avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin et une vue sur les toits de Lyon. Ils aménagèrent un atelier commun où Mathilde peignait et où Gabriel dessinait ses plans, travaillant souvent côte à côte en silence, chacun concentré sur sa création mais réconforté par la présence de l'autre. La réputation de Mathilde comme aquarelliste architecturale continuait à grandir. Elle ne travaillait plus seulement pour l'atelier de Rousseau, mais avait commencé à accepter des commandes privées. Des architectes de toute la région Rhône-Alpes faisaient appel à elle pour illustrer leurs projets. Son style distinctif, qui combinait une précision technique rigoureuse avec une sensibilité artistique unique, était devenu reconnaissable instantanément. Gabriel, de son côté, prospérait comme architecte associé chez Rousseau. Il travaillait sur des projets de plus en plus ambitieux. Une nouvelle école pour les filles dans le quartier ouvrier de Vèze, une bibliothèque publique qui serait accessible à tous indépendamment de leur classe sociale, un ensemble de logements ouvriers conçus avec dignité et confort plutôt que comme de simples entrepôts humains. Ces créations reflétaient ses valeurs. L'architecture devait servir les gens, pas les impressionner ou les dominer. 1 an après leur mariage, Mathilde reçut une lettre inattendue. Elle reconnut immédiatement l'écriture de son frère Henri sur l'enveloppe. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes, redoutant son contenu. « Ma chère sœur, » écrivait Henri, « je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps. Maman et papa refusent toujours de prononcer ton nom. Mais je voulais que tu saches que je ne t'en veux pas. Au contraire, je t'admire. Tu as eu le courage de dire non quand tous les autres autour de toi disaient que tu devais dire oui. J'ai réfléchi beaucoup à cela ces derniers mois. Papa m'a fait les mêmes demandes qu'à toi. Il a arrangé un mariage pour moi avec la fille d'un créancier, pensant que cela effacerait une partie de nos dettes restantes. J'ai d'abord accepté par sens du devoir. Mais ensuite, je me suis demandé, pourquoi dois-je payer pour ces erreurs? Pourquoi dois-je sacrifier mon bonheur pour réparer ce qu'il a cassé? J'ai rompu les fiançailles hier. Papa ne me parle plus, mais je me sens libre pour la première fois de ma vie. Je voulais te remercier de m'avoir montré le chemin. J'espère qu'un jour, nous pourrons nous revoir. Ton frère qui t'aime, Henri. Mathilde pleura en lisant cette lettre, mais c'était des larmes de soulagement et de joie. Elle n'était plus seule. Son choix avait inspiré quelqu'un d'autre à se libérer. Peut-être que le changement qu'elle espérait voir dans le monde commençait déjà, une personne à la fois, un choix courageux à la fois. Elle écrivit immédiatement à Henri, l'invitant à venir les voir à Lyon. Quand il arriva 2 semaines plus tard, Mathilde fut choquée de voir à quel point il avait changé. Le jeune homme silencieux et morose qu'elle avait connu s'était transformé en quelqu'un de plus confiant et de plus vivant.
Il avait trouvé un emploi comme comptable dans une entreprise de transport et commençait à construire sa propre vie, indépendante de l'influence toxique de leur père. Henri et Gabrielle devinrent rapidement amis, liés par leur vision commune d'un monde où les hommes ne définissaient pas leurs valeurs par leur capacité à dominer et à contrôler, mais par leur capacité à respecter et à soutenir. 2 ans après son mariage, Mathilde découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle la remplit de joie, mais aussi d'une certaine appréhension. Comment allait-elle concilier la maternité avec son travail? Gabrielle, comprenant ses inquiétudes, l'assura immédiatement. Nous trouverons un moyen, nous embaucherons de l'aide si nécessaire. Mais tu ne renonceras pas à ton travail à moins que ce soit ton choix. Notre enfant grandira en voyant sa mère comme une artiste accomplie et indépendante. Quelle meilleure leçon pourrions-nous lui enseigner? Leur fille, qu'ils nommèrent Louise en hommage à Louise Michel, la révolutionnaire française que Mathilde admirait secrètement, naquit par un matin de printemps avec les yeux gris-verts de sa mère et les cheveux noirs de son père. Mathilde découvrit que la maternité, loin de limiter sa créativité, l'enrichissait. Elle voyait le monde avec des yeux nouveaux, plus tendres, plus attentifs aux détails subtils. Elle continua à travailler, prenant Louise dans un berceau à côté de son chevalet quand elle était bébé, puis, quand l'enfant grandit, lui donnant ses propres pinceaux et papiers pour qu'elle puisse travailler à côté de sa mère. Gabrielle participait activement à l'éducation de leur fille, la promenant dans les rues de Lyon, lui lisant des histoires, lui chantant des chansons. Il était un père impliqué et tendre, brisant le modèle du père distant et autoritaire qui prévalait dans leur société. 3 ans après la naissance de Louise, Mathilde reçut une lettre qui la surprit profondément. Elle venait de Madame Henriette Dubois, sa fidèle gouvernante. « Ma chère Mathilde, » écrivait-elle, « j'ai de tristes nouvelles. Ton père est décédé la semaine dernière d'une crise cardiaque. Ces derniers mois ont été amers et solitaires. Ta mère souhaiterait te voir si tu es disposé à venir. Je crois qu'elle regrette la manière dont elle t'a traité. Elle est vieille maintenant et malade, et je pense qu'elle aimerait faire la paix avec toi avant qu'il ne soit trop tard. » Mathilde montra la lettre à Gabrielle, ses émotions en tumulte. Une partie d'elle voulait ignorer cette demande, se rappelant la dureté avec laquelle sa mère l'avait rejetée. Mais une autre partie, plus généreuse, comprenait que sa mère avait été elle-même victime d'un système qui ne laissait aucune place à l'indépendance féminine. « Tu devrais y aller, » conseilla doucement Gabrielle. « Non pas pour elle, mais pour toi. Pour pouvoir fermer ce chapitre de ta vie sans regret. » Mathilde prit le train pour Paris quelques jours plus tard, laissant Louise aux soins aimants de Gabrielle et d'une nourrice de confiance. En traversant la campagne française, elle se souvint de ce voyage 6 ans plus tôt, quand elle était partie pour Lyon, pleine de terreur et de désespoir, comme sa vie avait changé depuis. L'appartement où vivait sa mère, dans le 10e arrondissement, était petit et sombre, comme l'avait décrit sa lettre des années auparavant. Madame Dubois ouvrit la porte, plus âgée et plus fragile, mais avec le même regard chaleureux. « Elle est dans la chambre, » murmura la gouvernante. « Sois patiente avec elle, Mathilde. Elle a beaucoup souffert. » Sa mère était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, enveloppée dans un châle, malgré la chaleur de l'été. Elle avait vieilli dramatiquement, ses cheveux complètement blancs, son visage creusé par la maladie et le chagrin. Quand elle vit Mathilde, ses yeux se remplirent de larmes. « Ma fille, » murmura-t-elle d'une voix faible, « tu es venue. » Mathilde s'agenouilla à côté du fauteuil, prenant la main fragile de sa mère dans la sienne. « Oui, maman, je suis venue. Je suis désolée, » dit sa mère d'une voix tremblante. « Désolée de t'avoir rejetée, de t'avoir jugée si durement. Tu avais raison de partir. Ton père était un homme bon à bien des égards, mais il était faible, et moi j'étais trop lâche pour défendre mes propres enfants contre ses mauvaises décisions. » « C'est le passé, maman, » répondit Mathilde doucement. « Nous ne pouvons pas le changer, mais nous pouvons choisir comment aller de l'avant. » Elles parlèrent pendant des heures, et pour la première fois de leur vie, elles se parlèrent vraiment,
sans les masques et les conventions qui avaient toujours encombré leur relation. Sa mère lui parla de sa propre jeunesse, de ses propres rêves qu'elle avait dû abandonner quand elle s'était mariée, de ses regrets de ne jamais avoir eu le courage que Mathilde avait montré. Mathilde lui parla de sa vie à Lyon, de son travail, de Gabriel, de Louise. Elle lui montra des photographies de sa fille, et sa mère pleura en voyant sa petite fille qu'elle n'avait jamais rencontrée. « Elle te ressemble, » murmura-t-elle. « J'espère qu'elle aura ta force. »« Elle l'aura, » promit Mathilde, « parce que je lui apprendrai qu'elle a le droit de choisir sa propre vie, qu'elle n'appartient à personne d'autre qu'à elle-même. » Avant de partir, sa mère lui donna une petite boîte contenant des bijoux de famille, le collier de perles que sa grand-mère lui avait transmis, des boucles d'oreilles en émeraude, une broche ancienne. « Ce sont les seules choses de valeur qui me restent, » dit-elle. « Je veux que tu les aies, pas pour leur valeur monétaire, mais parce qu'elles représentent les femmes de notre famille qui nous ont précédés. Certaines ont eu le courage de choisir, d'autres non, mais toutes méritent d'être honorées. » Mathilde embrassa sa mère sur le front. « Merci, maman, pour cela et pour m'avoir donné la permission d'être moi-même, même si c'est arrivé tard. » Sur le chemin du retour vers Lyon, Mathilde sentit qu'un poids s'était levé de ses épaules. La réconciliation avec sa mère n'effaçait pas les années de douleur et de rejet, mais elle apportait une forme de clôture, une paix qu'elle n'avait pas réalisée qu'elle cherchait. Si cette histoire de bravoure et d'amour véritable vous touche, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. À 32 ans, elle était devenue l'une des aquarellistes architecturales les plus respectées de France. Ses œuvres étaient exposées dans des galeries, publiées dans des magazines spécialisés et recherchées par les architectes les plus prestigieux du pays. Mais plus important encore, elle avait aidé à ouvrir la voie à d'autres femmes artistes, prouvant qu'elles pouvaient réussir professionnellement sans avoir besoin d'un mari riche pour les soutenir. Gabriel était devenu un architecte renommé, connu pour ses bâtiments qui alliaient beauté et fonctionnalité, élégance et justice sociale. Son musée des beaux-arts était conçu pour être accessible à tous, avec une entrée gratuite un jour par semaine et des espaces éducatifs où les enfants des quartiers pauvres pourraient apprendre l'art et l'architecture. Louise, maintenant âgée de 8 ans, fréquentait une école progressiste pour filles où on lui enseignait non seulement les matières traditionnelles, mais aussi les mathématiques avancées, les sciences et la philosophie. Elle dessinait constamment, remplissant des carnets de croquis de bâtiments imaginaires et de portraits de sa famille. Mathilde et Gabriel ne savaient pas encore si elle deviendrait artiste ou architecte, mais ils savaient avec certitude qu'elle aurait le choix. Henri, le frère de Mathilde, s'était marié par amour avec une institutrice nommée Marguerite, et ils avaient 2 fils. Il dirigeait maintenant sa propre entreprise de comptabilité et était un fervent partisan des réformes sociales et du droit de vote des femmes. Madame Dubois, maintenant à la retraite, vivait dans un petit appartement près de chez Mathilde et Gabriel, passant ses journées à s'occuper de Louise et à tricoter des écharpes pour les pauvres. Elle disait souvent que les années passées à regarder Mathilde transformer sa vie avaient été les plus gratifiantes de son existence. La mère de Mathilde était décédée paisiblement 3 ans plus tôt, après avoir passé ses dernières années à correspondre régulièrement avec sa fille et à connaître sa petite-fille lors de visites annuelles. Elle n'avait jamais pleinement compris les choix de Mathilde, mais elle les avait respectés, et c'était suffisant. Quant à Gustave Ferrand, il avait finalement épousé une jeune femme docile, de bonne famille, qui lui avait donné l'ornement décoratif qu'il désirait. Mathilde avait entendu dire qu'il était malheureux dans son mariage, que sa femme le trompait ouvertement et que sa banque connaissait des difficultés financières. Elle ne ressentait aucune satisfaction particulière à apprendre ces nouvelles. Elle avait laissé Gustave Ferrand dans son passé, où il appartenait. Ce soir-là, Mathilde et Gabriel dînèrent en famille dans leur appartement confortable. Louise leur raconta avec animation sa journée d'école, décrivant un nouvel exercice de géométrie qui l'avait fasciné.
Après le dîner, Gabriel lut à Louise un chapitre de 20 000 lieues sous les mers, pendant que Mathilde rangeait l'atelier. Quand Louise fut couchée, Mathilde et Gabriel s'assirent ensemble près de la fenêtre qui donnait sur les toits illuminés de Lyon. Gabriel passa son bras autour des épaules de Mathilde et elle posa sa tête contre son épaule avec un soupir de contentement. « Tu te souviens de ce train ?» demanda doucement Gabriel. « Ce train où nous nous sommes rencontrés il y a 11 ans ? Comment pourrais-je l'oublier ?» répondit Mathilde en souriant. « C'est le train qui a changé ma vie. Si je n'avais pas eu le courage de descendre de ce chemin prédestiné, je serais maintenant Madame Gustave Ferrand, vivant dans une cage dorée, mourant lentement d'ennui et de frustration. Et moi, je n'aurais jamais rencontré l'amour de ma vie, ajouta Gabriel en l'embrassant tendrement sur le front. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais choisi un autre compartiment ce jour-là, si je n'avais pas eu le courage de te parler. Le destin nous aurait trouvé un autre moyen de nous rencontrer, dit Mathilde avec confiance. Certaines choses sont inévitables. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, contemplant les lumières de la ville qui scintillaient dans la nuit. Mathilde pensait à tout ce qu'elle avait gagné en osant choisir sa propre voie. L'amour véritable, le respect de soi, une carrière épanouissante, une fille qu'elle élevait dans la liberté plutôt que dans la soumission. « Sais-tu ce que je regrette le plus ?» demanda soudain Mathilde. « De ne pas avoir pu dire à cette jeune femme terrifiée dans le train qu'elle ne se trompait pas en suivant son cœur, que le courage qu'elle montrait ce jour-là allait la mener vers une vie plus riche et plus authentique que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. » « Elle le sait maintenant, » murmura Gabriel. « Et peut-être que d'autres jeunes femmes, en entendant ton histoire, trouveront le courage de faire leurs propres choix, même quand ces choix sont difficiles et effrayants. » Mathilde sourit. Son histoire n'était pas celle d'une princesse sauvée par un prince. C'était l'histoire d'une femme qui s'était sauvée elle-même, qui avait choisi la liberté plutôt que la sécurité, l'authenticité plutôt que la conformité, l'amour véritable plutôt que la transaction commerciale. C'était l'histoire d'un voyage en train qui était devenu le premier pas vers une vie entièrement nouvelle. Et c'était une histoire qui méritait d'être racontée encore et encore, jusqu'à ce que chaque femme comprenne qu'elle aussi avait le droit de descendre du train qui l'emmenait vers un destin qu'elle n'avait pas choisi. Jusqu'à ce que chaque femme sache qu'elle avait le droit de prendre le contrôle de son propre voyage. En choisissant de descendre du chemin prédestiné, Mathilde a non seulement changé sa propre vie, mais elle a aussi inspiré d'autres à faire de même. Son frère Henri a trouvé le courage de refuser un mariage arrangé. Des dizaines de jeunes femmes qui ont entendu son histoire ont commencé à questionner les conventions qui limitaient leur vie. Même sa mère, dans ces dernières années, a reconnu la validité de son choix. La vie que Mathilde a construite n'était pas parfaite. Elle a connu des moments de pauvreté, de doute, de culpabilité, mais c'était sa vie, créée selon ses propres valeurs et désirs. Et à la fin, c'est cela qui compte vraiment, pas la richesse matérielle ou l'approbation sociale, mais la capacité de regarder en arrière sur sa vie et de savoir qu'on a vécu authentiquement, courageusement, librement. Rappelez-vous, vous avez toujours un choix, peut-être pas un choix facile, peut-être pas un choix sans conséquences, mais un choix quand même. Et parfois, le choix le plus difficile est celui qui mène au bonheur le plus authentique. Cette histoire vous a-t-elle touché? Quelle décision courageuse pourriez-vous prendre aujourd'hui pour créer la vie que vous désirez vraiment? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran pour découvrir une autre histoire inspirante.